Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La RDC et le Rwanda devraient signer un accord de paix à la Maison-Blanche devant le président américain Donald Trump, annonce faite par le ministre rwandais des Affaires étrangères. Pendant ce temps, sur les terrains au Nord Kivu, le combat continue. Et puis, évolution des chantiers d'infrastructures routières ainsi que la construction des aéroports et des bâtiments administratifs étaient au centre des échanges d'une réunion tenue par la première ministre ainsi que les gouverneurs des provinces du Kasaï et Kasaï central. À l'international, la Zambie et le Zimbabwe cherchent à relancer leur coopération énergétique en raison des coupures quotidiennes d'électricité, une situation qui menace la stabilité de l'économie des deux pays déjà fragilisés. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition. Commençons avec cette actualité. La République démocratique du Congo et le Rwanda devraient signer un accord de paix à la Maison-Blanche devant le président américain Donald Trump. C'est le ministre rwandais des Affaires étrangères qui a fait cette annonce. Du côté de la RDC comme du côté du Rwanda, les autorités disent espérer que ce soit l'ouverture de l'instauration de la paix. Mais sur le terrain, au Nord Kivu, les combats continuent. Patrick Ilunga. Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe dit espérer que tout va bien se passer et que l'accord à venir va permettre d'aboutir à une paix durable dans la région. Du côté congolais, le président Tshisekedi exprime le même optimisme. Il dit vouloir parler développement maintenant. Sauf que les avancées diplomatiques et l'optimisme des uns et des autres ne se reflètent pas forcément sur le terrain dans le nord et sud Kivu. Selon des sources locales au Nord Kivu, des combattants de l'AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise ont conquis depuis le 2 mai dernier Lunyasenge, une localité située à la côte ouest du lac Edouard en territoire de Lubero. Dans cette localité, les combats auraient été très violents. Au lendemain des engagements de trêve signés mi-avril à Doha au Qatar entre l'AFC M23 et les représentants du gouvernement congolais, des combats étaient menés d'une part par les rebelles et d'autre part par les Wazalendo, ce groupe de défense qui agit en appui au FARDC. Mais depuis le début du mois de mai, l'armée congolaise affirme qu'elle se réserve le droit de riposter sur tous les fronts si la menace des rebelles persiste. Les négociations vont-elles se poursuivre parallèlement au combat sur terrain ? Le processus de paix de Washington prévoit un chronogramme clair pour arriver à la paix. Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC vont se rencontrer dans la 3e semaine du mois de mai en cours pour finaliser le projet d'accord, a annoncé Olivier Nduhungirehe. Il a signalé également qu'à la mi-juin, il y aura une signature d'accord de paix à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump et le président Kagame et Tshisekedi. Seront également présents à la table les chefs d'État ayant joué un rôle dans la médiation, à savoir l'émir du Qatar, le président togolais, le président kényan, représentant de la communauté d'Afrique de l'Est, et le président zimbabwéen représentant la SADC. En mission officielle à Paris, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a représenté la RDC à la 18e édition du forum de l'OCDE sur les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais. Devant les ministres africains des Mines, il a réaffirmé l'engagement de la RDC sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa et du président Félix Tshisekedi à jouer pleinement son rôle de pays solution dans la transition énergétique mondiale. Il a mis en avant
avant le potentiel minéral stratégique de la RDC, soulignant l'importance de la transformation locale, de la certification des minerais et du rôle de l'artisanat minier. Godard Motemona a aussi salué l'adhésion active de la RDC aux initiatives internationales pour une exploitation responsable malgré les défis sécuritaires, en particulier à l'est du pays. Et puis ce mardi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu une réunion de travail dans son cabinet avec les gouverneurs du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, et du Kasaï Crispin Mukendi. Les échanges ont porté sur l'évolution des chantiers d'infrastructures routières ainsi que sur la construction d'ouvrages tels que des aéroports et des bâtiments administratifs. Dans Momat. Face à la suppression de travaux d'infrastructures, les gouverneurs du Kasaï central et du Kasaï ont rencontré la première ministre Judith Suminwa Tuluka afin de solliciter l'accompagnement du gouvernement central pour la reprise des travaux de construction de routes. Il s'agit notamment de la route Kananga-Kalambambouji, du barrage hydroélectrique de Katende, du barrage de Mbombo ainsi que de l'aéroport de Kananga. C'est demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là. Non, mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Selon qu'il s'agira d'un projet à un autre, nous avons les infrastructures routières qui ont des problèmes particuliers. Nous avons la construction de certains ouvrages, les aéroports, les bâtiments administratifs. Les financements constituent un obstacle majeur, mais la chef du gouvernement a assuré de son engagement pour une exécution rapide des travaux. De manière générale, il se pose un problème réel de financement. Non, c'est de nous rassurer que le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais et qu'elle-même va faire de tout son mieux pour que ces travaux-là ne connaissent pas encore un ralenti, mais que ça aille totalement et jusqu'à la fin. Judith Suminwa Tuluka réaffirme ainsi les engagements inscrits dans le programme d'action de son gouvernement, investir dans les infrastructures et améliorer l'accès aux services sociaux de base. Une volonté de développement qui s'inscrit dans la continuité des priorités du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le quinquennat 2024-2028. Voilà, on parle de ce sujet ici sur ce plateau avec un intervenant. Il s'agit de Dieudonné Bonali. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mujinga. Dieudonné Bonali, on vient de suivre cet élément qui portait sur les plaidoyers des ministres du Kasaï et Kasaï central venus rencontrer la première ministre justement pour exposer les problèmes de leur province. Alors dites-nous pourquoi tous les gouverneurs des provinces font toujours le plaidoyer à Kinshasa pour les développements ou la construction des infrastructures. Merci Damani Mujinga. La République démocratique du Congo a 26 provinces. Si vous enlevez Kinshasa, le Congo central et les Grands Katanga, vous allez constater avec nous que le reste du pays est enclavé. Okay. Dieu a voulu que nous puissions avoir des voies de navigabilité qui constituent pour nous des moyens, des voies d'évacuation des différentes productions du terroir, que sont les fleuves Congo et ses affluents et les grandes rivières que nous disposons dans les pays. Mais malheureusement, beaucoup de ces provinces n'ont pas accès à ces cours d'eau. Elles ne doivent leur servir qu'à l'existence des routes et des aéroports dignes de ce nom. Et en cette matière-là, c'est plus de 550 000 km du réseau routier dont dispose la République démocratique du Congo. Le nombre de kilomètres bitumés ne dépasse pas 10 000 kilomètres. Et on trouve ces kilomètres bitumés pour la plupart dans la ville-province de Kinshasa et les Grands Katanga, le Congo central. Et bien qu'on est en train d'élargir la route nationale numéro 1 pour qu'on puisse y joindre Sakania
à Banana Mwanda. Mais pour le reste des provinces, il n'y a pas d'infrastructure routière. À cela s'ajoute l'inexistence de l'énergie électrique. Or, il est clairement dit par les spécialistes des sciences du développement que là où la route passe, le développement suit. Et là où il y a l'énergie, l'économie tourne. L'énergie, c'est comme la sève pour une plante. Quand vous n'avez pas de l'énergie, l'économie ne peut pas aller de l'avant et les affaires ne peuvent pas tourner. Grâce aussi, à cause aussi, je voulais dire, de l'absence des infrastructures dans les centres du pays, plus précisément dans la région du Kasaï, il est difficile d'y acheminer les matériaux de construction, dont les ciments gris, les barres de fer, pour y ériger des ouvrages d'art, dont des centrales électriques. D'ailleurs, je l'ai dit en passant, la centrale hydroélectrique de Katende en a souffert. Il a fallu des mois et des mois pour qu'on puisse acheminer des matériaux, des constructions et matériels sur place. Et il y a des gens qui ont des moyens pour contribuer à l'embellissement de la ville, construire des écoles, des centres de santé, des hôtels. Mais il n'y a pas de matériaux et matériels de construction sur place. Pour les avoir, il faut les acheter très loin, à plus de 1000 km. Or, s'il y avait des infrastructures dignes de ce nom, les commerçants, les producteurs qui en fabriquent allaient inonder ces centres du pays en ces produits très recherchés. Mais ces provinces ne devraient pas compter elles-mêmes sur leurs propres fonds, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi justement plusieurs gouverneurs des provinces viennent à Kinshasa justement pour faire leur plaidoyer? Ces provinces ne devraient-elles pas compter sur leurs propres fonds? C'est une bonne question. Nous avons des provinces les plus nantis, mais elles sont minoritaires. La majorité de nos provinces sont pauvres. Voilà pourquoi le législateur a instauré la caisse des péréquations. Mais malheureusement, celle-ci ne fonctionne pas bien. C'était juste d'équilibrer les niveaux de pauvreté et de richesse que disposent certaines provinces pour une justice distributive et pour la justice sociale. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais on trouve quand même quelques provinces d'Amani Mujinga qui sortent du lot, et ces provinces dites nantis, qui se construisent quand même quelques infrastructures, dont les assemblées provinciales, les bureaux des exécutifs provinciaux, des routes d'intérêt provinciaux, et puis des aéroports. Et nous parlerons à titre exemplatif de la province du Lualaba, du Haut-Katanga, du Tanganyika, mais elles sont à compter au bout du doigt. Et regardez rien qu'au Congo central, combien d'années a pris tous les différents exécutifs, tous les différents gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province du Congo central pour ne fût-ce qu'achever le stade de Lumumba, voulais-je dire. C'est pour vous dire qu'il y a des provinces riches et certaines qui sont pauvres. Et pourquoi ils viennent à Kinshasa? Mais c'est là où s'est fait la distribution de la richesse nationale. Mais malheureusement, la rétrocession ne suit pas, elle est irrégulière. Les gouverneurs sont obligés de faire avec les moyens, les impôts et taxes payés par les contribuables, mais ceux-ci sont en deçà des besoins de financement des projets de développement. D'où les plaidoyers chaque fois au gouvernement central. Il faut payer la rétrocession, il faut activer, redynamiser la caisse des péréquations, sinon nous allons rester enclavés au XXIe siècle, en 2025 dans Mani Mujinga. Voilà, merci à vous Dieudonné Boinali pour cette brillante intervention. Merci aussi à vous pour l'invitation. Poursuivons avec cette grande édition, pression maximale sur l'exécutif pour débloquer les dossiers urgents.
inondations, routes dégradées, marché central fermé, insécurité persistante. Ce lundi 5 mai, à l'hôtel de ville, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a remis les pendules à l'heure face à l'exécutif. Le président Lévi Mbouta a annoncé des descentes sur le terrain pour accélérer les chantiers en souffrance et veiller à la concrétisation des promesses. Objectif commun, ouvrir enfin le marché central, maximiser les recettes et redonner un nouveau souffle à la capitale. Suivez. Le bureau de l'Assemblée provinciale avait une séance technique avec l'exécutif aujourd'hui. Nous avons eu à échanger sur beaucoup de points. Je vais noter 2 points aujourd'hui. C'est par rapport, par exemple, au retour des normes sur la ville de Kinshasa. Vous avez vu que l'exécutif est en train de travailler. Nous allons souffrir qu'il y ait certaines destructions parce qu'il y a des constructions anarchiques, il y a beaucoup de problèmes, il y a des sérieux problèmes. Il faudrait que nous puissions souffrir, que ce travail soit fait pour que la ville soit quand même vivable. C'est le travail que l'exécutif est en train de faire sur le terrain. Et deuxièmement, nous avons échangé avec l'exécutif sur le problème du marché central. Il faudrait qu'on puisse réouvrir le marché central pour que la ville puisse avoir quand même des recettes. Prochainement, il est prévu une descente entre le bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif. Nous allons descendre pour voir le travail qui a déjà été fait. Qu'est-ce qui reste à faire pour pousser l'entreprise qui est en train de travailler à finir définitivement ce travail afin que le marché central soit réouvert. Et cela répond également au problème de l'harmonie entre les 2 institutions, comme vous avez constaté, et la première institution de la ville de Kinshasa, qui est l'Assemblée provinciale, ainsi que la 2e institution de la ville de Kinshasa, qui est l'exécutif. Nous travaillons en harmonie et nous veillons sur l'harmonie des 2 institutions. Nous soutenons les gouverneurs pour qu'ils puissent réussir dans tous les défis que nous avons dans la ville de Kinshasa. Vous savez que nous avons plusieurs défis. Dernièrement, nous avons vécu ce problème des inondations. L'exécutif est en train de travailler et nous les appuyons également avec la commission que nous avons mise sur pied. Les députés provinciaux vivent au quotidien avec la population. Nous vivons avec la population, nous connaissons leurs problèmes, nous connaissons leurs desiderata. L'exécutif est l'émanation de l'Assemblée provinciale, c'est pourquoi nous devons travailler toujours en synergie. Nous avons prévu d'ailleurs prochainement une réunion, nous allons étudier tous les problèmes qui sont posés dans la ville et voir comment nous pouvons accompagner l'exécutif. En visite en RDC, Songali, directrice adjointe de l'Organisation internationale de migration, a appelé à un soutien urgent et durable pour soulager les déplacés du conflit et agir sur les causes profondes de la crise. Patience Lekeke. Le nombre impressionnant de personnes déplacées en RDC exige un regain d'intérêt mondial et une action coordonnée, a-t-elle déclaré depuis Kinshasa. Elle a souligné que la communauté internationale doit manifester une solidarité concrète envers le peuple congolais à un moment où le pays cherche un chemin vers la paix et la reconstruction. Durant sa mission, Madame Lé a échangé avec des représentants du gouvernement congolais ainsi qu'avec des partenaires humanitaires. Parmi les discussions prioritaires, la protection des droits humains, la lutte contre la traite des êtres humains et le mécanisme de désarmement, démobilisation et réintégration. L'objectif, renforcer le partenariat institutionnel et mobiliser des réponses coordonnées à la hauteur des défis. La situation dans l'est du pays reste particulièrement critique. Rien qu'à Goma, plus de 660 000 personnes ont été déplacées depuis janvier 2025. Nombre d'entre elles vivent dans des conditions précaires, sans accès à un logement sûr, à des soins médicaux ou à des services de base. Les femmes, les enfants et les personnes handicapées sont parmi les plus vulnérables. Face à cette urgence humanitaire, l'OIM redouble d'efforts pour intensifier son aide sur le terrain. L'organisation vise aussi à appuyer des solutions durables, retour volontaire, intégration locale ou réinstallation en alignement avec des priorités nationales et les cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Nous restons aux côtés de la RDC pour renforcer les institutions, soutenir les communautés et leur permettre de se relever, a assuré Madame Lé. Sa visite marque une volonté claire de l'OIM, écouter, agir et plaider pour un soutien pérenne aux millions de personnes déracinées.
Et puis, le lundi 5 mai 2025, les pensionnaires des hospices de Kitambo et Cabinda ont bénéficié d'une remise de dons du gouvernement souminois par l'intermédiaire de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, un geste social qui a marqué les cœurs des bénéficiaires. Rachel Misenga. Une journée à l'honneur de pensionnaires des hospices de Kitambo et Cabinda. Les premiers hommes des vieillards visités est celui situé dans la commune de Kitambo qui compte 30 résidents, dont 18 femmes et 12 hommes. Nathalie Aziza Mounana est arrivée avec une gibissière remplie de sacs de semoule, sacs de riz, cartons d'huile, cartons de poissons salés, sacs de haricots, boîtes de lait, cartons de savon et bien d'autres provisions. Ces articles ont été remis au foyer des vieillards des Cabinda, où la ministre a visité le chambre et remis des pagnes aux personnes du 3e âge qu'elle considère comme une bénédiction en raison de leur âge. Micheline Mukosewabanda, chef de division et gestionnaire du foyer des vieillards de Kitambo, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de la ministre Nathalie Aziza Mounana. Elle souligne également que la ministre dote l'établissement en médicaments permettant ainsi aux soignants du centre de santé de prodiguer des soins primaires aux pensionnaires. Je profite de cette occasion pour vous présenter nos remerciements sincères pour les dons de vivres et nos vivres que vous ne cessez d'envoyer aux vieillards du homme de Kitambo. De son côté, Cécile Kombi, gestionnaire de la résidence des aînés des Cabinda, qui accueille environ 30 vieillards, 14 hommes et 16 femmes, explique que le foyer prend également en charge 10 personnes externes, dont 3 hommes et 7 femmes. Pour elle, cette aide gouvernementale assurée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale témoigne de l'engagement en faveur d'une prise en charge adéquate aux personnes âgées. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis de voir que nous aussi, nous avons bénéficié des dons énormes. Maman, soyez bénie abondamment. Que le Créateur Dieu de l'univers vous accorde tout ce que vous avez besoin. La joie était immense du côté des bénéficiaires. Maman, avec tout le respect, vraiment on a entendu pendant longtemps, elle ne venait toujours pas. Finalement, vous êtes là. Je suis là. Une grande joie. Merci beaucoup. Maman, voilà cette fleur. Nous, nous les sinistrés. Quand vous verrez chaque fois cette fleur, vous allez penser à nous. Vous allez nous chercher, maman. On a pleuré, finalement, on est dans la joie immense. Avant les débuts de l'événement, 1 minute de silence a été observée en mémoire de vieillards de Goma, Bukavu et d'autres zones occupées par les ennemis du pays. Restons toujours dans ce chapitre d'aide humanitaire. Dans un Tanganyika confronté à la faim, à la pauvreté et à l'insécurité, les cantines scolaires apportent bien plus qu'un simple repas grâce à l'engagement des communautés et à l'utilisation des ressources locales avec l'appui du programme alimentaire mondial. Elles ravivent l'espoir, soutiennent la scolarisation et renforcent la résilience. C'est un commentaire signé Patience Lokeke. Dans la province du Tanganyika, 45% de la population vit en insécurité alimentaire aiguë selon les données de l'IPC entre juillet 2022 et juin 2023. Entre pauvreté, malnutrition et conflits, les enfants peinent à aller à l'école, à y rester concentrés ou à simplement y accéder. Les familles, souvent découragées, hésitent à scolariser leurs enfants, surtout les filles. Face à cette crise, les cantines scolaires apparaissent comme une solution essentielle. Portées par le PAM et ses partenaires, elles fournissent des repas à base de produits locaux, patates douces, manioc, haricots, légumes et mobilisent toute la communauté, parents, enseignants et élèves. Grâce à cette approche, plus de 6,3 tonnes de nourriture ont été récoltées dans des champs communautaires et jardins scolaires, nourrissant plus de 23 700 élèves entre 2023 et 2025. Cette initiative va au-delà de l'alimentation, elle renforce l'agriculture locale, l'engagement communautaire et l'autonomie.
En 2024-2025, 46 écoles ont remplacé les céréales par des tubercules locaux. Ces modèles montrent qu'avec peu de moyens, mais beaucoup d'engagement, il est possible de transformer durablement la sécurité alimentaire et l'éducation, même en contexte de crise. L'actualité, c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Prenons la page internationale. Alors que les coupures de courant deviennent quasi quotidiennes en Zambie et au Zimbabwe, les deux pays cherchent à relancer leur coopération énergétique. La baisse du niveau du barrage de Kariba, aggravée par El Niño, menace la stabilité de leurs économies déjà fragilisées. Francine Mukeba. L'Afrique devrait enregistrer la plus forte croissance du nombre d'individus fortunés au monde d'ici 2028, grâce notamment à ses ressources naturelles abondantes, ses infrastructures qui s'améliorent rapidement et ses classes moyennes en pleine expansion qui créent de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des services. Ces taux de croissance représentent près du double de la moyenne mondiale prévue durant cette même période de prévision 6,9% et dépasse largement les taux anticipés pour les deux actuels de la création des richesses, à l'occurrence l'Amérique du Nord plus 5,8% et l'Asie 8,7%. Le nombre de particuliers que les banquiers privés et les gestionnaires des patrimoines appellent dans leur jardin a déjà enregistré une croissance d'environ 5% sur les continents durant l'année passée, passant de 18 629 individus à fin 2023 à 19 496 personnes à fin 2024. Leur fortune cumulée était estimée à 409 milliards de dollars à la fin de l'année écoulée. La population mondiale des HNVI a augmenté de 4,4% pour s'établir à plus de 2,34 millions de personnes à fin 2024. La position des États-Unis en tant que principale plaque tournante de la création des richesses reste incontestée. Près de 40% des individus fortunés dans le monde vivent aux États-Unis contre 20% en Chine. Le Japon est le seul autre pays à afficher une proportion d'individus fortunés supérieure à 5% du total des individus fortunés recensés à l'échelle mondiale. Du 28 au 30 avril 2025, la Guinée a accueilli un sommet sur le secteur sémencier du pays, placé sous le thème « Construire une feuille de route harmonisée pour la transformation du secteur sémencier ». Cet événement, qui a réuni des experts des différents États, vise à élaborer une feuille de route pour renforcer la production des semences dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, où le secteur agricole contribue à hauteur de 29% au PIB. Rachel Misenga. En Guinée, les autorités intensifient leurs efforts pour structurer les secteurs de la production des semences. C'est dans ces contextes qu'un sommet sur l'industrie sémencière a été organisé à Conakry du 28 au 30 avril 2025, placé sous les thèmes « Construire une feuille de route harmonisée pour la transformation du secteur sémencier ». Cet événement, qui a réuni des experts venus de plusieurs pays africains, dont le Nigeria, les Ghana, les Bénin et les Cameroun, vise à élaborer une feuille de route pour renforcer la production des semences dans les pays. Ces projets s'inscrivent dans un contexte où la plupart des semences utilisées en Afrique découlent des systèmes traditionnels. Selon la FAO, près de 90% des semences utilisées à travers le continent sont cultivées, sélectionnées et échangées par des petits agriculteurs. En outre, l'agriculture représente 29% du PIB de ces pays d'Afrique de l'Ouest et fournit des emplois à près de 58% de la population active. Dans le cadre de ces ambitions à l'autosuffisance alimentaire, les gouvernements envisagent d'améliorer la productivité du secteur en renforçant son système de production des semences. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
La revue s'ouvre avec la prospérité qui relaie l'appel du président Félix Tshisekedi à la confiance à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le chef de l'État congolais y dénonce fermement les nombreuses manipulations médiatiques entourant le partenariat stratégique en cours de finalisation entre la RDC et les États-Unis d'Amérique relatif à la valorisation des minerais critiques congolais. Info 27 insiste sur la solennité du chef de l'État qui déclare « Je ne braderai jamais les richesses de la République démocratique du Congo ». Une affirmation destinée à lever tout doute quant aux intentions du gouvernement congolais dans cette coopération avec Washington. Mais Ouragan présente un contrepoint important. Il donne la parole à Martin Fayulu en tournée en Europe qui, comme Denis Mukwege et bien d'autres figures de l'opposition et de la société civile, dénoncent un projet d'accord qui ne bénéficierait qu'aux puissances étrangères. Fayulu, en s'appuyant sur l'exemple franco-allemand, fustige une cogestion des minéraux qui reléguerait la RDC à un rôle de figurant et met en garde contre un possible complot contre la République. Il critique également la déclaration des principes signée sous médiation américaine dont il estime qu'un seul point, le respect de la souveraineté, semble aller dans le sens des intérêts congolais. Malgré ces voix discordantes, le phare rapporte que le président Tshisekedi a exhorté les journalistes à ne pas se faire les relais des ennemis de la nation. Il salue notamment ceux qui, au péril de leur vie, continuent de rapporter la vérité depuis le front et les zones sous occupation. Leur action est, selon lui, un rempart contre la haine et un pilier de la cohésion nationale. Forum de ZAS aborde la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le journal informe que Washington a reçu une ébauche d'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, résultat des engagements pris lors de la déclaration des principes signée le 25 avril. C'est Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, qui a officialisé la nouvelle. Mais cette avancée ne masque pas les lignes de fracture géopolitique que met en lumière la référence plus. Pour ces tabloïds, les États-Unis ont écarté les interlocuteurs aux mains tachées de sang, tandis que Bruxelles, par la voix de Maxime Prévost, a choisi délibérément d'isoler Paul Kagame. Le ministre belge en tournée dans le Grand Lac a visité Bujumbura, Kampala et Kinshasa sans faire escale à Kigali, une première qui témoigne de la marginalisation croissante du président rwandais sur la scène diplomatique régionale. Enfin, le même journal conclut en interpellant la France qui, selon lui, continue honteusement à soutenir un régime accusé des massacres. La consoeur évoque avec ironie le départ nocturne d'Emmanuel Macron de Kinshasa en 2024 à la manière de Nicodème pour fuir la colère d'une population ulcérée par l'attitude de l'Élysée face au crime rwandais. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine. C'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Je vous rappelle les différents titres. La RDC et le Rwanda devraient signer un accord de paix à la Maison-Blanche devant le président américain Donald Trump, annonce faite par le ministre rwandais des Affaires étrangères. Pendant ce temps, sur le terrain au Nord Kivu, le combat continue. Évolution des chantiers d'infrastructures routières ainsi que la construction des aéroports et des bâtiments administratifs étaient au centre des échanges d'une réunion tenue par la première ministre ainsi que les gouverneurs province du Kasaï et Kasaï central. À l'international, la Zambie et le Zimbabwe a relancé une coopération énergétique en raison des coupures d'électricité, une situation qui menace la stabilité de l'économie des deux pays déjà fragilisés. Ce journal est totalement terminé. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Ce
Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.